Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici le sommaire cet après-midi. Les questions d'actualité au gouvernement, c'est à suivre en direct et en exclusivité sur notre antenne dans un quart d'heure. Parmi les thèmes abordés cet après-midi, le concert du rappeur Medine au Bataclan ou encore l'échec du G7 à Charlevoix. Et il sera aussi question de l'Aquarius, ce bateau humanitaire français avec à son bord 629 migrants que les pays européens ne sont pas prêts à accueillir. Selon le porte-parole du gouvernement, Emmanuel Macron condamne le cynisme de l'Italie. Les réactions au Sénat dans un instant. Le blocage des raffineries fera aussi l'objet d'interpellations de la part des sénateurs. Depuis hier, les agriculteurs bloquent les dépôts de carburant pour protester contre l'importation d'huile de palme et qui menace selon eux la filière biocarburant française. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Le gouvernement français sort enfin de son silence alors que l'Aquarius, ce navire de SOS Méditerranée transportant 623 migrants dont des mineurs et des femmes enceintes, cherche à accoster en Europe, mais c'est vu une fin de non-recevoir de l'Italie mais aussi de Malte avant d'obtenir le feu vert de l'Espagne. Ce matin, c'est Benjamin Griveaux qui a rappelé la position du chef de l'État. On écoute le porte-parole du gouvernement. Nous sommes face à un sujet de droit international. Et il n'est pas question de créer un précédent qui permettrait demain à des pays européens de se défausser sur leur propre responsabilité sur leurs partenaires européens. Nous devons faire preuve sur ce sujet de solidarité entre les États membres de l'Union européenne, ce que n'a pas fait le gouvernement italien. Et donc, la France, je rappelle, ce bateau pris dans les eaux territoriales libyennes par l'Italie, qui bat pavillon à Gibraltar, se dirige selon les informations dont je dispose à l'heure actuelle, vers l'Espagne. Et la France apportera tout son concours, mais pas uniquement la France. C'est à une solidarité européenne que nous appelons pour aider le gouvernement espagnol dans ce geste humanitaire qu'il a fait à l'endroit de ces plus de 600 personnes présentes sur l'Aquarius, afin d'avoir le meilleur traitement sur site. Une première réaction avec vous, Tam Tranui, sur ce navire, l'Aquarius, ce bateau humanitaire. À vos côtés, c'est le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet. Et oui, François-Noël Buffet, qui est le rapporteur LR du projet de loi Immigration, Asile, Intégration. Alors d'abord, que pensez-vous de cette réaction, qui a d'ailleurs tardé, d'Emmanuel Macron, mais qui a dénoncé le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie? Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République ? Je trouve sincèrement que ce n'est pas la hauteur d'une déclaration d'un chef d'État digne de ce nom et responsable. Je suis donc très critique à l'égard de cette déclaration. Parce que... D'abord, le problème est d'abord humanitaire. Bien sûr qu'il faut aider ces personnes qui sont embarquées sur ce bateau, comme beaucoup d'autres ont été aidées. 629 personnes. Mais également, l'enjeu n'est pas de savoir si tel pays se comporte bien ou se comporte mal. On n'est pas dans le moment où il faut distribuer les gommettes du bon état. L'enjeu qui serait le plus important, c'est que l'Europe, enfin, rapidement, continue de coordonner ses actions et que nous ayons une réponse européenne et pas simplement une réponse de pays européens. Donc cette réponse européenne, nous l'attendons, elle est d'urgence. Mais en attendant, l'Italie avait bien des obligations internationales, elle se devait d'accueillir ce navire. Mais je ne veux pas porter de critique, bien sûr qu'elle se devait, mais dans la pratique, c'est un pays qui a déjà fait énormément d'efforts. Donc que le président de la République se comporte comme cela, ça n'est pas bien. Alors même si c'est, et nous le savons tous, sur un plan strictement politicien, affaire de circonstances, on l'imagine que c'est de cela dont ça relève, ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu, qui est un enjeu de lutte d'abord contre les réseaux mafieux, de tous ces gens qui sont embarqués en Libye parce que des mafieux le font et l'organisent. Et je crois qu'il est plus important que l'Europe aujourd'hui renforce sa présence sur les pays voisins de ces pays en crise pour pouvoir traiter les demandes d'asile et ne pas laisser s'embarquer des gens en pleine mer comme cela. C'est ça l'enjeu. La vraie réponse politique, elle est européenne et l'action doit être immédiate sur les pays voisins et que l'Europe s'organise fortement avec évidemment le soutien de la France qui devrait être de mon point de vue la première.
Édouard Philippe a d'ailleurs tout à l'heure appelé justement à une réponse européenne et non nationale sur la question de cette crise migratoire lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Si je vous suis bien, vous ne jugez pas que la réponse de la France a été trop tardive, que la France aurait dû elle-même proposer de pouvoir accueillir ces migrants. On voit notamment la réponse de certains Corses qui proposaient d'ouvrir leur port. Là aussi, une fois de plus, ne nous laissons pas embarquer dans des propos de circonstances. On sait que derrière les propos corses, c'est l'idée de l'indépendance de la Corse qui est sous-jacente. Donc ne nous laissons pas embarquer là-dedans. Que la France réponde, oui, elle aurait pu le faire, mais que ce se fasse dans un cadre européen et que ce ne soit pas simplement un pays ou un autre qui disent je fais pas, mais qu'on ait une réponse européenne dans laquelle la France prend toute sa responsabilité, bien sûr. Mais c'est d'abord une réponse européenne avant tout. Une réponse qui va donc faire l'objet également d'amendements à votre projet de loi, le projet de loi que vous rapportez, Asile, Immigration, Intégration. Alors dans le texte, évidemment, devant la Commission la semaine dernière, la semaine prochaine en séance, c'est déjà dans le texte où j'ai prévu de renforcer l'aspect européen avec la nécessaire obligation d'une meilleure coordination et d'un meilleur engagement européen sur ce sujet-là. Paradoxalement, nous n'avons pas besoin de moins d'Europe, nous avons besoin de plus d'Europe. Et c'est ça qui est important et je trouve à regret que le comportement à la fois de l'exécutif et du président de la République dans sa déclaration n'est pas acceptable. Plutôt que de faire ce type de déclaration, portons le dossier européen et faisons avancer les choses. Merci beaucoup François-Noël Buffet pour votre réaction. Merci Tam pour cette première réaction et on continue les réactions au Sénat avec Cécile Cixous puisqu'on s'étonne effectivement de ce silence de l'exécutif. Il aura fallu 48 heures à Emmanuel Macron pour sortir de son silence. Trop tard, estiment les sénateurs de gauche comme de droite, pour qui la France aurait dû proposer dès le départ l'accueil aux migrants de l'Aquarius. Ces gens qui fuient leur pays, fuient la guerre, fuient les bombes, fuient les massacres. Et la moindre des choses, c'est de les accueillir. Et franchement, la France ne se grandit pas dans ce domaine. Je pense que la France, au regard de son histoire, au regard de ce qu'elle a toujours porté, peut faire ce geste humaniste. Et la France ne l'a pas fait et je suis aujourd'hui triste et j'ai honte pour mon pays. Je n'accepte pas humainement que l'on oublie comme ça un problème humain dramatique qui est à nos portes, qui est aux portes de l'Europe. Humainement, je ne le supporte pas. Une non-réponse qui inquiète en tout cas les sénateurs de tous bords sur les intentions du gouvernement autour du projet de loi immigration dont ils débattront dans les prochains jours. Dire que je suis un peu inquiète de cette réaction, de cette non-réaction plutôt, à la veille de la présentation au Sénat du projet de loi de M. Collomb sur l'immigration. Je pense qu'il y a un lien quand même entre ce silence du gouvernement et les contenus même de ce projet de loi sur l'immigration qui s'attaque particulièrement aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Pour les sénateurs, la solution doit venir d'une politique européenne forte et non d'une politique au cas par cas. Et on vient de l'apprendre au lendemain de l'accord trouvé entre députés et sénateurs sur la réforme ferroviaire. La CFDT cheminots appelle à suspendre la grève pour les épreuves du bac pour les RER et les TER. Dans le reste de l'actualité d'aujourd'hui, les agriculteurs qui bloquent toujours 17 raffineries et dépôts de carburant. Ils protestent contre l'importation d'huile de palme. Ils vont être reçus cet après-midi par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, avec l'espoir d'avancées concrètes qui permettraient de lever les barrages. Flora Sauvage. En autorisant Total à importer de l'huile de palme pour produire des biocarburants dans sa raffinerie de la Mède, près de Marseille, l'État est parvenu à réconcilier écologistes et agriculteurs. Ce matin, 17 raffineries et dépôts de carburant étaient toujours bloqués par des agriculteurs en colère. Ils protestent car Total préfère importer de l'huile de palme de Malaisie et d'Indonésie plutôt que d'utiliser l'huile de colza fabriquée en France afin de produire ces biocarburants. Au Sénat, la polémique enfle. Probablement derrière cela, il y a aussi le fait qu'on veut vendre des Rafales à la Malaisie. Reçu cet après-midi au ministère de l'Agriculture, la FNSEA demande à l'État d'interdire l'importation de l'huile de palme asiatique. Mais le gouvernement a opposé jusqu'à présent une fin de non-recevoir et dénonce les liens entre la FNSEA et le groupe Avril, leader européen du biodiesel à base d'huile de colza. Il y a un peu d'instrumentalisation de la part de la FNSEA de ce dossier. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Avril, qui est l'entreprise qui gère la filière colza en France. Ce groupe Avril qui aujourd'hui bloque des raffineries et explique que c'est scandaleux d'importer de l'huile de palme, importe lui-même 200 000 tonnes d'huile de palme tous les ans. Mais les sénateurs LR qui ont signé une lettre ouverte à l'intention de Nicolas Hulot
ne le voit pas de la même façon. C'est quoi le problème de dire qu'on a un champion français, ne serait-ce que si c'est le groupe Avril, très bien, c'est le groupe Avril, avec des gens qui sont des agriculteurs, donc massivement adhérents à la FNSEA. Quel est le problème de protéger, ou en tout cas de permettre à nos agriculteurs français d'être compétitifs? Je crois que c'est un faux débat. La FNSEA attend désormais la loi alimentation qui va être examinée au Sénat le 26 juin prochain afin de réintroduire un amendement sur l'interdiction d'importer toute denrée produite en utilisant des produits phytosanitaires interdits dans l'Union européenne. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranui. À vos côtés, le sénateur écologiste rattaché au groupe RDSE du Sénat, Ronan Dantec. Oui, Ronan Dantec, est-ce que vous êtes en colère face à la décision du gouvernement de conserver cet accord avec l'usine Total de la MED, cet accord qui prévoit l'importation notamment d'huile de palme et qui est donc aussi qui signifie donc déforestation notamment en Asie? Moi, je ne comprends surtout pas quelle est la stratégie. On a un enjeu majeur aujourd'hui qui est d'arrêter la déforestation sur l'Indonésie. Il y a un enjeu énorme aujourd'hui sur la Nouvelle-Guinée, sur Sumatra, sur Bornéo. Il faut donc arrêter le massacre. Alors, à partir de là, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on discute avec les Indonésiens, qu'on leur dise si vous arrêtez la déforestation, le mal est fait sur une partie, on va essayer de se mettre d'accord, qu'on utilise au moins nos achats pour arrêter le désastre. Et si on continue à importer de l'huile de palme, on fait exactement le contraire. C'est l'inverse, puisque là, on ne met aucune condition, ce qui veut dire que ces 300 000 tonnes, c'est 300 000 tonnes de déforestation supplémentaire. Donc il n'y a aucune cohérence. Et effectivement, je m'interroge sur le fait qu'on a à la fois des discours et de l'autre côté l'inverse. Moi, j'insiste surtout le fait qu'on amène derrière la Malaisie, l'Indonésie dans une situation d'impasse économique. À échéance de 20-30 ans, la mobilité sera électrique. Elle sera électrique en Europe, elle sera électrique en Chine. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des territoires saccagés et des productions d'huile de palme qui n'auront plus de débouchés. Donc je crois que c'est le moment, et l'Union européenne, me semble-t-il, avec les décisions du Parlement européen, aller dans ce sens-là, de discuter sérieusement avec les Malaisiens et les Indonésiens, de trouver un compromis et un équilibre et d'arrêter la déforestation. Ce n'est pas du tout ce qui se passe avec cette annonce. Est-ce que vous entendez les arguments du gouvernement qui dit le plafond il est passé de 75 à 50%, il y avait des centaines d'emplois en jeu et puis même on va commencer à utiliser de l'huile de colza? Mais moi je crois qu'à force de se résigner sur l'état du monde, parce que sur chaque situation, il y a des emplois, il y a des intérêts immédiats, on se résigne finalement à l'effondrement de la planète et à perdre la totalité, y compris de notre confort de vie à terme. Donc ces calculs de court terme qui remettent en cause constamment le moyen et le long terme, ce sont des calculs qui normalement ne devraient plus avoir cours aujourd'hui. Y a-t-il un problème de concurrence déloyale entre l'huile de palme et l'huile de colza? C'est ce qu'arguent les agriculteurs qui sont actuellement reçus par Stéphane Travert. Moi je pense qu'il faut dire clairement que le colza non plus n'a pas un bilan écologique qui est très très bon. Que l'Union européenne dit bien qu'il faudra arrêter avec ce qu'on appelle les carburants de première génération, dont le colza, l'huile de palme, pour aller vers d'autres pratiques. Donc ce ne sont pas des activités d'avenir dans tous les cas, mais là c'est vrai que ce signal sur la MED est absolument catastrophique, surtout qu'il n'est pas utilisé, je le redis, de manière assez pragmatique pour participer d'un dialogue avec la Malaisie et l'Indonésie sur l'arrêt de la déforestation. Il faut vraiment arrêter le massacre très très vite. Merci beaucoup Ronan Dantec pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Cela fait partie des annonces très attendues demain d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit se prononcer lors d'un discours au 42e congrès de la Mutualité à Montpellier. Vous pourrez d'ailleurs le suivre en direct sur notre antenne dès 10h30. S'il s'agit du zéro reste à charge pour les dépenses en matière d'optique, audio et dentaire. Explication Clément Perrault. Selon les informations du Figaro, c'est une révolution dans les remboursements de soins que prépare le gouvernement. Des lunettes, des prothèses auditives et des prothèses dentaires pourraient bientôt être remboursées à 100% sans aucun reste à charge. Concernant les lunettes, à partir de 2020, chaque magasin proposera 17 montures pour adultes et 7 pour enfants, totalement remboursables. Des lunettes avec plusieurs couleurs au choix, renouvelables tous les 2 ans. Pour les prothèses auditives, à partir de 2021, des remboursements à 100% pour les appareils allant jusqu'à 950 €, renouvelables tous les 4 ans. Enfin, pour les prothèses dentaires, à partir de 2020, seront remboursés intégralement des modèles en céramique pour les dents de devant et en métal pour les molaires. Mais derrière ces annonces choc, certains spécialistes s'inquiètent, ils redoutent un système de santé à 2 vitesses.
On instaure une médecine de classe où tout le monde aura un accès à un panier de soins bas de gamme, des couronnes métalliques en dentaire, des paires de lunettes très basiques pour les lunettes, ou bien des prothèses audio de basse qualité. Donc je pense que c'est une régression par rapport à un modèle français dont l'objectif principal est une égalité des chances. Une inquiétude partagée par certains sénateurs. De toute évidence, la plupart de ces prises en charge avec reste à charge zéro seront à prendre par les organismes complémentaires et mutuels qui, de toute façon, seront obligés d'augmenter leurs tarifs. Ces annonces sur les remboursements se voudront sans doute pour le gouvernement une réponse à ceux de plus en plus nombreux qui dénoncent dans sa politique l'absence de mesures sociales. Et on retrouve tout de suite Saveria Rozek pour l'ordre du jour de ces questions d'actualité. C'est à vous, Saveria. Eh bien, là, une de ces questions d'actualité, Delphine, bien sûr, le drame de la situation de l'Aquarius. Ce sera le socialiste Jacques Bigot qui va poser la première question au Premier ministre Édouard Philippe. Tout à l'heure, pendant le Conseil des ministres, Emmanuel Macron a dénoncé la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien qui a refusé d'accueillir l'Aquarius. Une trentaine de députés En Marche se sont positionnés d'ailleurs contre le gouvernement dans cette affaire. Ils ont dénoncé une France paralysée dans sa solidarité. Voilà, la séance, la cloche vient de sonner, la séance débute à l'instant. Nous allons rejoindre tout de suite l'hémicycle. À cœur de respecter son temps de parole et naturellement la courtoisie. Et immédiatement, je donne la parole à notre collègue Jacques Bigot pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, l'Aquarius, bateau affrété par SOS Méditerranée, a recueilli ce 9 juin 629 personnes, dont 123 enfants mineurs isolés, 7 femmes enceintes qui étaient sur plusieurs navires de fortune au péril de leur vie. Ce bateau aurait dû, selon les règles internationales, vous le rappellerez sans doute, Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez dit à l'Assemblée nationale, aurait dû pouvoir être accueilli par l'Espagne. L'Espagne, on le sait, a pris une position politique forte et dire « nous ne voulons plus accueillir ». L'Italie a dit « nous ne voulons plus accueillir tous ces migrants ». L'Espagne s'est déclarée prête à le faire. Mais la France, elle, est restée muette, ce qu'a dénoncé d'ailleurs notamment une Madame Sonia Crimi, députée de la majorité à laquelle vous dites appartenir. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. La France est-elle prête à respecter son devoir humanitaire, celui que le Président de la République avait décrié avec Madame Merkel le 23 juin 2017 ? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacques Bigot, vous m'interrogez sur la situation des 629 personnes à bord du navire Aquarius. Comme vous le soulignez, les règles de la mer auraient dû faire que ce bateau soit accueilli dans le port le plus proche, soit à Malte, soit en Italie. Le gouvernement italien n'a pas souhaité le faire. C'est là une contradiction par rapport aux règles internationales. Et d'une certaine manière, c'est une rupture par rapport à l'action que menait le précédent ministre de l'Intérieur italien, qui avait réussi à contenir les passeurs qui envoyaient quelquefois à la mort à travers la Méditerranée des dizaines, voire des centaines de milliers de migrants. Nous devons reprendre les règles normales et faire en sorte qu'il y ait cette responsabilité pour les pays qui doivent accueillir. J'ai eu ce matin au téléphone le ministre de l'Intérieur espagnol et je l'ai assuré de la solidarité de la France. Nous nous sommes longuement entretenus de manière à pouvoir définir une position commune européenne
et nous serons avec le président de la République à Berlin mardi prochain pour dire ce que devraient être les règles d'une coopération européenne en matière de migration. J'ai par ailleurs eu le ministre italien de l'Intérieur à qui j'ai rappelé qu'il convenait d'avoir des règles européennes communes et en particulier le respect des accords de coopération qui existaient entre la France et l'Italie. Monsieur Bigot. Monsieur le ministre, merci de votre réponse, mais elle ne peut être satisfaisante. Le président de la République a dit lui-même le 23 juin « Nous devons accueillir des réfugiés car c'est notre tradition et notre honneur. Nous devrons ainsi faire preuve de solidarité quand un de nos voisins fait face à des arrivées massives de réfugiés ou de migrants. » L'Italie, effectivement, est confrontée à cela et on le sait depuis longtemps. L'article 13 du règlement de Dublin oblige censément l'Italie à instruire les demandes d'asile de toutes ces personnes. Le président de la République lui-même a dit il y a un an « il faut qu'on trouve une réponse ». Et vous continuez à vous évertuer à faire appliquer ce règlement de Dublin qui ne tient pas. Comment bougez-vous en Europe? Que faites-vous pour que les choses bougent? Rien. Nous en reparlerons la semaine prochaine sur votre loi asile-immigration qui effectivement n'a qu'un but, c'est de laisser les immigrants, les demandeurs d'asile à l'extérieur, au risque qu'ils se noient. Merci à l'Espagne, bravo à la France. La parole est à notre collègue Dany Wattebled pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Loiseau, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes. Le G7 de Charlevoix au Canada se termine et il n'y a pas d'autre mot, c'est un fiasco diplomatique. Les négociations sont résumées en un dialogue de sourds entre les Européens et le Canada d'un côté et les États-Unis du président Donald Trump de l'autre. Le président Trump, qui avait déjà refusé de signer la partie économique conjointe sur le climat, a retiré totalement la signature des États-Unis dans l'avion qui l'emmenait vers Singapour. Face à ce caprice, votre homologue allemand a déclaré « En quelques secondes, vous pouvez détruire la confiance en 284 caractères de Twitter ». C'est bien ce dont il s'agit aujourd'hui, Madame la Ministre, de confiance. Comment faire confiance à un allié qui s'engage dans une guerre commerciale contre l'Europe, au mépris de toutes les règles de l'OMC et du libre-échange? Comment faire confiance à un allié qui déchire ses engagements sur l'Iran et menace les entreprises européennes de représailles? Comment faire confiance à un allié qui remet en question le principe même de l'Alliance atlantique en affirmant qu'elle lui coûte trop cher? Pendant ce temps, Vladimir Poutine, qui rencontrait ses homologues chinois et iraniens, avait beau jeu d'ironiser sur le babillage inventif des pays du G7. Alors, Madame la Ministre, face à l'imprévisible M. Trump, il est temps que l'Europe devienne enfin une puissance capable de négocier en position de force. Il est temps que l'Europe relève le défi de l'unité et de la cohésion pour parler d'une seule voix face aux États-Unis et à la Chine et à la Russie. Ma question est la suivante. Quelles sont les initiatives que compte prendre la France pour tirer les conséquences de l'échec du G7 de Charlevoix et pour enfin construire une Europe indépendante, souveraine et puissante? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre en charge des Affaires européennes. Madame Nathalie Loiseau, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Wattebled, vous avez raison, le sommet du G7 s'est mal terminé et nous le regrettons. Un travail important avait été accompli, un accord était intervenu sur un texte et il n'est jamais bon de revenir sur un accord signé. Je voudrais partager avec vous deux convictions. La première, c'est que nous avons besoin d'un cadre multilatéral efficace pour traiter les enjeux globaux, qu'il s'agisse du commerce, du climat, de la santé, du terrorisme. Nous en avons besoin comme les États-Unis en ont besoin. En l'absence de cadre multilatéral, c'est la loi de la jungle qui l'emporte et personne n'est gagnant. Ma deuxième conviction, c'est que nous avons avec les États-Unis un partenaire et un allié.
Notre histoire commune, le sang versé ensemble, nos valeurs partagées en témoignent. Mais être allié ne signifie pas taire ces divergences. Et avec l'administration du président Trump, des divergences, nous en avons. Sur le commerce, sur l'accord nucléaire avec l'Iran, sur l'accord de Paris, sur Jérusalem, nous ne sommes pas d'accord et nous le disons. Dans ce contexte, avec un allié, nous avons aussi à être unis au niveau de l'Union européenne et faire valoir nos intérêts propres. L'Alliance n'interdit pas, bien au contraire, de faire valoir nos intérêts à titre national et à titre européen. C'est ce que nous faisons en décidant de mesures de rétorsion et de mesures de sauvegarde face à la mesure unilatérale d'instauration de tarifs douaniers par les États-Unis sur l'acier et sur l'aluminium. C'est ce que nous faisons en réformant le règlement de blocage de 1996 et en restant dans l'accord nucléaire avec l'Iran. Nous avons besoin d'une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine. C'est ce que le président de la République a proposé et c'est ce à quoi nous travaillons. Merci. La parole est à notre collègue Sébastien Meurant pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons appris avec stupéfaction et colère que le rapport Islamist Médine allait se produire sur la scène du Bataclan en octobre prochain. Cet homme a naguère posé avec un t-shirt portant la mention djihad en lettres d'or sur fond noir. Pour qu'il soit bien clair que le djihad dont il était question n'était pas uniquement une réforme personnelle et morale, comme le veulent les tenants de la taqiyya, le J de djihad est figuré par un sabre. Même si le titre complet de l'album était Djihad, le plus grand combat contre soi-même. Le nom même du rappeur Médine fait clairement allusion à la période médinoise de la vie de Mahomet, où les massacres succédèrent aux massacres et les viols aux viols. C'est cette période qui vit l'abrogation des versets coraniques favorables à la liberté religieuse et à la coexistence pacifique avec juifs et chrétiens, par d'autres versets coraniques invitant à massacrer et à réduire en esclavage les non-musulmans. C'était au 7e siècle, aujourd'hui au 21e siècle. Un examen rapide sur Internet permet à tous de retrouver bien des paroles de ce rappeur. Il fit l'éloge de la polygamie, invitant à crucifier les laïcards, ou se propose d'émettre des fatwas sur les gens qui ne lui reviennent pas. Que le rappeur diffuse sans jamais avoir été inquiété ces textes d'appel à la haine est déjà en soi problématique. Mais qu'il se produise au Bataclan, où des djihadistes ont causé plus de 130 morts et où plus de 400 blessés vivent avec des blessures, est évidemment un scandale beaucoup plus grand. Toutefois, le pire, selon moi, réside dans les réactions ou l'absence de réaction des bien-pensants. On nous explique que protester contre ce scandale reviendrait à limiter la liberté d'expression. Mais je serais curieux de savoir quel contexte peut justifier les appels au meurtre. On peut présenter toutes les ambiguïtés que l'on voudra. La réalité, dans sa cruelle simplicité, c'est que le théâtre de l'une des tueries les plus sanglantes jamais perpétrées sur notre sol va recevoir un apologiste du djihad et de l'islam radical, et que cela constitue un scandale inouï et abject. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir ce que vous comptez faire devant cette abomination. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, avant de vous répondre, Monsieur le Sénateur, un mot pour m'excuser, Monsieur le Président, car la semaine dernière, à la séance des questions au Sénat, je n'étais pas présent. J'étais dans le beau département de la Haute-Garonne, dans la superbe métropole de Toulouse. J'essaie d'être systématiquement, c'est bien naturel pour le Premier ministre, présent devant les sénateurs, mais ça n'était pas le cas la semaine dernière. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Monsieur le Sénateur, vous m'interrogez sur la programmation du Bataclan et sur le fait que le rappeur que vous avez mentionné s'y produise. J'entends votre colère. Je voudrais dire, Monsieur le Sénateur, que plus jamais le Bataclan ne sera une salle comme les autres. Plus jamais. L'histoire, le drame qui s'y est joué, les morts, plus rien, s'agissant de cette salle, ne sera jamais comme avant. Il se trouve, Monsieur le Sénateur,
Et au moins autant que votre réaction, il faut entendre cela, il se trouve que ceux qui faisaient vivre le Bataclan en 2015, ceux qui aujourd'hui le font vivre et l'ont remonté, ont choisi librement la programmation que vous critiquez. Monsieur le sénateur, c'est peut-être honteux pour vous, mais ils ont choisi cette programmation. Ce que je veux vous dire, monsieur le sénateur, c'est qu'on peut parfaitement être choqué par les textes que vous avez évoqués, qui en l'occurrence sont de 2005. On peut parfaitement ne pas les approuver. On peut aussi, me semble-t-il, se fixer comme règle simple, et je sais que le Sénat y est sensible, on peut aussi se fixer comme règle de vouloir en toute matière respecter la loi. Et la loi, s'agissant d'un concert, s'agissant du choix libre effectué par une salle de programmation, la loi est très simple. La loi est très simple. Elle ne permet d'interdire, le cas échéant, que lorsque la programmation causerait un trouble manifeste à l'ordre public et qu'aucun... Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président. S'il vous plaît, laissez le Premier ministre poursuivre. J'essaie, mesdames et messieurs les sénateurs, de m'exprimer calmement sur un sujet qui vous touche autant que moi. Et j'essaie de rappeler, car ça ne me semble pas déplacé après que des actes terroristes aient été commis, j'essaie de rappeler ce qui est aujourd'hui la loi, à laquelle vous êtes strictement attachés, ce que vous avez dit systématiquement lorsque nous avons évoqué, lorsque Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, a présenté un certain nombre de textes de loi, vous avez dit, à juste titre, qu'ici au Sénat, on était aussi les gardiens des libertés publiques. Je dis donc qu'en la matière, la loi est claire. Incitation à la haine raciale ou trouble manifeste à l'ordre public. Voilà les deux seuls fondements qui pourraient justifier une mesure. Voilà les deux seuls fondements qui pourraient justifier une mesure. Nous respecterons donc scrupuleusement et la liberté d'expression et la loi. C'est la ligne du gouvernement. C'est la ligne du gouvernement. Et nous la tiendrons en étant aussi attachés au respect de la loi qu'à la mémoire de ceux qui ont trouvé la mort ou qui étaient présents ce soir-là. Merci. La parole est à notre collègue Jocelyne Guidez pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre à la Transition écologique et solidaire, mes chers collègues, c'est une élue rurale qui s'exprime devant vous cet après-midi, une élue qui ne supporte plus l'abandon du monde paysan. Le constat est cinglant, nos agriculteurs sont à bout. Hier encore, en visitant des exploitations dans le département de l'Essonne, ces derniers m'indiquaient qu'ils n'en pouvaient plus. Nous pouvons être fiers de leur engagement au service de la France, nous pouvons être fiers de la ruralité. Je tiens à le souligner. Toutefois, nos agriculteurs ne veulent plus de discours. Ils attendent des engagements forts. En effet, les demandes sont bien là et les besoins grandissants. Étiquetage clair des produits non conformes aux normes européennes et françaises, distorsion de concurrence avec des pays voisins, comme par exemple l'Espagne. Désormais, une problématique supplémentaire vient s'ajouter, la production de biocarburants à base d'huile de palme. En effet, l'autorisation donnée à Total de modifier l'exploitation de l'usine de bioraffinerie de la Med en incorporant de l'huile de palme aura des effets dramatiques. En Île-de-France, plus d'un agriculteur sur deux produit du colza. C'est donc toute une filière qui sera menacée. Par ailleurs, la production nationale de colza pourrait enregistrer une perte de surface de 400 000 hectares. Et ce n'est pas sans conséquence pour la production de tourteaux destinés à l'alimentation des animaux. L'incompréhension est mêlée à un sentiment d'injustice. Sans faire de mauvais esprit, c'est la goutte d'huile qui fait déborder le vase. Par ailleurs, comment la France va-t-elle justifier cette mesure face aux conséquences écologiques dramatiques en Asie du Sud-Est, sans parler des risques pour la santé? Enfin, nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs
toujours plus de qualité avec autant de normes et dans le même temps favoriser une concurrence étrangère qui détruirait nos filières d'excellence. Cet effet ciseau est insoutenable. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer quel engagement pensez-vous prendre à ce sujet, ainsi que la politique qui sera portée par le gouvernement pour le monde agricole et rural? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Brune Poirson. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Guidez, le gouvernement est à l'écoute des fortes inquiétudes qui sont exprimées par le monde agricole. Depuis quelques jours notamment. Et Stéphane Travert, d'ailleurs, est aujourd'hui, à l'heure même où je vous parle, en train de dialoguer avec les syndicats agricoles. Concernant spécifiquement la raffinerie de la Med, comme vous le savez, Total a décidé en 2015, en accord avec le gouvernement de l'époque, de transformer cette usine en une bio-raffinerie de biodiesel. Cette décision, elle a d'abord été prise pour préserver 250 emplois. La particularité de cette usine, c'est qu'elle produit des biocarburants spécifiques appelés huiles végétales hydrogénées ou HVO. Actuellement, elles sont technologiquement nécessaires pour atteindre les 7% de biocarburants dans les carburants auxquels les producteurs français doivent se conformer. Il faut noter que ces HVO, aujourd'hui, qui sont consommées en France, aujourd'hui, elles sont 100% importées. 100% d'huile de palme importée aujourd'hui. Et donc, à la demande du gouvernement, et Total n'est pas le seul à importer des huiles de palme. Et donc, à la demande du gouvernement, Total devra utiliser 50 000 tonnes d'huile de colza provenant de cette agriculture française, créer aussi des débouchés, une filière du recyclage d'huile usagée, mais aussi de graisse animale qui sont intégrées à la production à hauteur au moins de 25% et aussi et surtout limiter à 300 000 tonnes sa consommation d'huile de palme. Et il est faux de dire que la consommation de 300 000 tonnes d'huile de palme va s'ajouter à l'utilisation actuelle d'huile de palme dans le secteur des agrocarburants. En parallèle, bien sûr, une réponse européenne est indispensable et j'étais hier pour négocier pied à pied avec les ministres européens de l'énergie. Je vous remercie. Bien, la parole est à notre collègue Robert Navarro pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre chargée des Affaires européennes. Dans un monde toujours plus instable et dangereux, le déroulement du dernier G7 au Canada est une démonstration évidente pour ceux qui doutaient que l'Europe doit enfin devenir une véritable puissance dans tous les sens du terme, pas seulement économique, mais également militaire. À l'avenir, nous ne pourrons compter que sur nos propres forces, c'est une évidence. Dans ce contexte, l'interview donnée le dimanche 3 juin par la chancelière allemande à un grand quotidien, dans lequel elle détaillait ses positions sur l'Europe, doit retenir toute notre attention. Madame Merkel répond enfin au discours ambitieux du président de la République d'Athènes et de la Sorbonne, et nous devons nous en réjouir. Cette interview marque de véritables avancées de la part de l'Allemagne, notamment sur les aspects défense. Il faut rendre hommage à l'action d'Emmanuel Macron qui, dès mai 2017, a relancé le thème de la défense européenne. Les sceptiques estimaient que c'était une chimère. La preuve est faite. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. L'Europe a besoin d'une force opérationnelle pour monter rapidement une opération de secours pour des citoyens européens ou une mission d'interposition en Afrique ou en Asie, par exemple. Aussi, je souhaite savoir quelle est l'ambition de la France sur cette question-là et pouvez-vous nous expliquer, Madame la Ministre, les démarches que vous comptez accomplir pour avancer dans le sens de l'intérêt général de la France et de l'Europe. Pour vous répondre, la parole est à la ministre chargée des Affaires européennes, Madame Loiseau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Navarro, nous sommes en effet dans un moment international assez particulier. Notre allié américain est devenu imprévisible. Notre voisin russe est peut-être, lui, un peu trop prévisible. Et au sud de l'Europe,
de la tragédie syrienne à l'instabilité libyenne, en passant par les menaces terroristes sur le Sahel, on voit bien que la question de la sécurité de l'Europe se pose de plus en plus. C'est ce qui a conduit Emmanuel Macron à plaider pour une Europe beaucoup plus souveraine, en particulier en matière de défense. Et l'Europe de la défense a plus avancé dans les 6 derniers mois qu'elle ne l'avait fait dans les 6 dernières décennies. Ainsi, la coopération structurée permanente a été lancée en décembre de l'année dernière. Ce sont déjà 17 projets communs, capacitaires, opérationnels qui ont été décidés et d'autres sont à venir. Un fonds européen de défense sera créé dans le prochain budget européen. Aujourd'hui même, la Commission européenne a annoncé que ce serait dans sa proposition 13 milliards d'euros qui y seraient consacrés pour des capacités et de la recherche en commun. Dès 2019, le projet pilote qui précédera le Fonds européen de défense permettra de financer les premiers projets. Et puis nous avons proposé, au-delà même de l'Union européenne à 27, un projet d'initiative européenne d'intervention qui permettra d'accentuer notre culture stratégique commune. Nous avons besoin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne, qui est l'une des garantes de la sécurité de notre Union. Merci. Monsieur Navarro, non. La parole est maintenant à notre collègue Olivier Léonard pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, dans le Figaro de ce lundi, le directeur de l'UFR de chimie de l'Université Paris Diderot déplorait de devoir refuser des bacheliers de banlieue qui ont d'excellents résultats, ceci au profit de bacheliers parisiens, aux résultats, selon lui, moyens, voire même médiocres. L'an dernier, sa filière accueillait jusqu'à 40% d'élèves de banlieue et de province. Cette année, le rectorat a fixé un quota de 3% dans le cadre de Parcoursup. Selon le directeur, dès la 14e place, ils sont obligés de retenir la candidature d'un élève parisien qui plafonne à 8 de moyenne générale, quand un candidat du Val-de-Marne, qui a 17 de moyenne, se retrouve relégué à la 1000e place. La crainte des enseignants est que, je cite encore le directeur de l'UFR, 90% de nos potentiels admis échoueront l'an prochain. Les lycéens de banlieue vont donc se retrouver dans des filières qui ne conviennent pas et risquent d'échouer également. Les choses peuvent et les choses doivent bouger. À Diderot, les enseignants de la filière biologie ont obtenu que le quota de 3% de non-parisiens soit porté à 15%. Passer de 40% de banlieusards à 3% revient de fait à leur fermer totalement la porte à ces filières. C'est une forme d'assignation à résidence tellement brutale qu'elle en devient absurde pour produire ce qu'il faut bien appeler un gâchis. Monsieur le ministre, il me paraîtrait normal que les demandes d'inscription des étudiants banlieusards soient traitées comme celles des Parisiens, sur un pied d'égalité et sur la seule base de leurs résultats et de leurs mérites. Monsieur le ministre, quelle initiative comptez-vous prendre pour mettre fin à cette injustice? Car, monsieur le ministre, que serait Paris sans sa banlieue? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Léonard, merci pour cette question sur un sujet extrêmement important. J'ai lu comme vous cet article qui m'a en partie étonné parce que je vais vous donner des chiffres qui vont dans un sens un petit peu différent. S'agissant de l'Académie de Versailles, 34% des inscrits sur Parcoursup ont obtenu une proposition dans un établissement parisien. Avec APB l'année dernière, c'était 21,7%. Dans l'Académie de Créteil, qui m'est très cher, vous le savez, avec APB, 1 jeune sur 5 obtenait une proposition à Paris. Avec Parcoursup, c'est le cas d'un inscrit sur 3. Il y a donc réellement un progrès.
Et on ne peut pas faire, comme c'est fait trop souvent aujourd'hui dans la presse, d'un témoignage sur un cas, une généralité. Parce que oui, nous avons voulu une ouverture sociale et nous l'avons pratiquée. Et vous le verrez à la fin, les résultats seront là et nous pourrons en débattre si vous le voulez. Donc les chiffres sont en amélioration. Maintenant, si j'allais jusqu'au bout de votre raisonnement, celui que vous avez mené à la fin, cela conduirait tout simplement à dévaloriser les universités excellentes qui par ailleurs se trouvent dans les académies que j'ai citées. En Seine-Saint-Denis, nous avons Paris 8 et nous avons Paris 13. En Val-de-Marne, nous avons Paris 12. Ce sont des universités qui offrent tout le panel que nous voulons. Si on suit jusqu'au bout votre raisonnement, les meilleurs élèves de banlieue iront au centre de Paris et il n'y aura plus de place que pour les moins bons dans les académies limitrophes. Donc cela signifie que votre raisonnement mènerait à une réelle inégalité avec des universités de première classe au centre de Paris et de deuxième classe en banlieue. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une approche équilibrée et c'est ce qui est en train de se passer avec ce que nous avons fait, c'est-à-dire une ouverture sociale et une ouverture sociale avec un calibrage qui s'est élargi d'une année sur l'autre. Hier, j'étais en Haute-Savoie. J'étais dans un lycée professionnel. J'étais avec le sénateur de Haute-Savoie. Eh bien, dans ce lycée professionnel, j'ai interrogé des terminales Bac Pro. Ils avaient tous obtenu leur choix pour un BTS ou même un DUT, ce qui est le résultat de notre politique, parce que nous avons élargi pour ces lycéens, souvent issus de milieux sociaux défavorisés, les places en DUT, en BTS, c'est-à-dire des filières sélectives où ils vont réussir. C'est donc cela la politique menée, et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour en voir les résultats, y compris sur le plan social. Merci. Donner la parole à Madame Céline Brun. Je lui souhaite la bienvenue puisqu'elle est sénatrice depuis le 1er juin. Je fais un clin d'œil amical à Thierry Foucault, qui a longtemps été vice-président ici dans cette maison. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, depuis un an, votre gouvernement mène une véritable guerre contre les salariés, les retraités, les familles, les jeunes. De la diminution des APL à la hausse de la CSG, vous brisez le caractère solidaire de notre système social au profit d'une vision libérale du chacun pour soi, laissant le champ libre aux appétits des grands groupes privés. C'est précisément dans cette logique que les premières pistes de votre future réforme des retraites évoquent toutes l'objectif de proportionnalité entre les cotisations versées et les pensions versées, sans aucune prise en compte des accidents de la vie et des situations particulières, pourtant au fondement de notre système de protection sociale à la française. Le document de travail du haut-commissaire à la réforme des retraites, M. Delevoye, fait peser en ce sens de lourdes menaces sur les pensions de réversion qui permettent aujourd'hui à presque 4 millions de personnes déjà touchées par la suppression de la demi-part fiscale de garder la tête hors de l'eau et à la solidarité nationale de s'exprimer à l'égard de celles et ceux qui sont dans l'épreuve. Madame la Ministre, il s'agit pourtant du fruit des cotisations de leurs maris le plus souvent ou de leurs épouses décédées. Ces pensions de réversion permettent par ailleurs de compenser en partie les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Madame la Ministre, ma question est simple. Quand le gouvernement cessera-t-il de s'attaquer à ces droits sociaux fondamentaux? Pour vous répondre, la parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Céline Brulin. Vous faites au gouvernement un procès d'intention. Aujourd'hui, la réforme des retraites est en cours de concertation avec l'ensemble des organisations syndicales. Je voudrais insister sur la méthode qui a été choisie. Elle repose d'abord sur un constat, le constat que tous les Français connaissent. Notre système de retraite est illisible, il est inéquitable. Et les jeunes ne croient plus qu'ils auront accès à la retraite. C'est donc un problème de solidarité intergénérationnelle qui se pose devant nous. Face à ce constat, le président de la République a souhaité proposer aux Français une réforme des retraites visant à rendre notre système
plus visible, plus compréhensible, plus équitable et qui redonne confiance à notre jeunesse dans le système des retraites. Nous avons nommé le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Devoy, qui depuis 6 mois consulte la totalité des organisations syndicales et prend en compte les contributions. Nous en sommes à la première phase de la concertation. Nous avons ouvert cette concertation sur 3 sujets, dont le sujet des droits contributifs et non contributifs, et donc de la part de la solidarité dans la réforme des retraites. Aujourd'hui, la part de la solidarité dans les retraites et les pensions de retraite est de l'ordre de 20%, et il est prévu de rester à 20% de solidarité. C'est le souhait exprimé par l'ensemble des organisations syndicales. Le document dont vous faites état est un document de travail qui fait l'objet aujourd'hui de consultations et sur lequel nous attendons le retour de l'ensemble des organisations pour poursuivre la construction, la co-construction de cette réforme si importante pour les Français. Je vous remercie. Merci. Céline Brulin. Madame la ministre, loin de nous l'idée de faire des procès d'intention, mais voyez-vous, on dit chez nous que chat échaudé craint l'eau froide, parce que nous avons vu sur différents sujets ce que vous entendiez par concertation. Je pense tout particulièrement aux retraités agricoles dont vous refusez avec obstination une retraite équivalente à 85% du SMIC. Voilà pour le moins la redistribution qui serait urgente. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Pascale Gruny pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, l'impôt à la source partait d'une bonne idée, celle de rendre simultanée la perception des revenus et le paiement de l'impôt. Dans un monde où les carrières professionnelles sont incertaines, on ne peut que louer cet objectif. La mise en œuvre de cet objectif a été confiée à la haute administration de Bercy et c'est là que le bât blesse. Un choc de complexification s'est mis en marche. Pour ce qui concerne les crédits d'impôt, les contribuables devront attendre 1 année avant qu'ils ne produisent leurs effets. Ensuite, le choix entre 3 taux qui nécessitera parfois une régularisation chaque mois n'est pas de nature à simplifier le dispositif. Enfin et surtout, les entreprises vont devoir se transformer en percepteurs, du travail supplémentaire et de nouvelles contraintes en perspective pour un coût estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Là où il y avait 2 acteurs, le contribuable et l'administration fiscale, demain il y en aura 3. Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas que les entreprises de notre pays attendent aujourd'hui de la simplification et une baisse de leurs charges? Et enfin, avez-vous pensé à l'incidence sur le pouvoir d'achat des Français? Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Olivier Dussopt. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Gruny, je souscris pleinement aux 2 premières phrases de votre question. Le prélèvement à la source est une bonne idée, c'est une réforme vertueuse qui a vocation d'assurer la contemporanéité de l'impôt payé avec les revenus perçus. Aujourd'hui, nous savons que 90% des ménages voient leurs revenus varier d'une année sur l'autre, parfois faiblement, parfois de manière plus importante. Et c'est justement pour prévenir les variations d'impôt sur le revenu qui vont avec la variation des revenus que nous mettons en place le prélèvement à la source de manière à ce que l'un et l'autre soient contemporains. C'est une simplification pour les Français, c'est aussi une économie réalisée pour leur permettre de vivre le plus confortablement et le plus sûrement possible. Vous avez évoqué un certain nombre de sujets. Ces sujets ont été traités au cours de cette année. Le prélèvement à la source aurait dû entrer en vigueur au 1er janvier. Le gouvernement a fait le choix de le reporter d'1 année pour pouvoir procéder justement à certains ajustements. Concernant les crédits d'impôt, vous l'avez évoqué et d'ores et déjà aujourd'hui, ils ont toujours une variation dans le temps par rapport à l'impôt payé. Gérald Darmanin, à l'occasion du 3e comité de suivi qu'il a réuni hier dans l'heure, a annoncé que pour les crédits d'impôt sur les revenus de 2018, les particuliers recevraient un acompte au 15 janvier égal à 30% du crédit d'impôt et que le solde serait réglé avant l'été, de manière à ce qu'ils puissent en bénéficier le plus vite possible. Pour la question des entreprises que vous avez soulevée, nous veillons à simplifier les déclarations au maximum, en nous appuyant sur la déclaration sociale nominative, qui est obligatoire, de manière à ce que ce ne soit pas une tâche supplémentaire, et les entreprises se verront notifier
le taux de prélèvement sur leurs salariés sans connaître la nature des revenus qui vont avec le reste. Nous avons la volonté d'aller plus loin en matière de simplification, de travailler avec les sociétés éditrices de paye. La prélèvement à la source est une bonne réforme et le pouvoir d'achat que vous avez évoqué ne sera pas touché puisqu'il ne s'agit ni d'une réforme de l'assiette ni d'une réforme du taux. Madame Gruny. Oui, merci. Alors, si vous n'êtes pas inquiet pour le pouvoir d'achat, vous m'expliquerez pourquoi vous êtes en train de travailler sur la grosseur du chiffre du salaire net avant impôt à inscrire sur le bulletin de paye et que vous passez du temps sur ce sujet. Tout ça pour essayer que les Français ne voient pas en fait ce prélèvement. Mais moi, je vais vous dire, les Français, en fait, ils ne regardent qu'une chose, c'est la ligne sur leur compte bancaire. Donc, de toute façon, ça n'aura pas d'effet. Pour les crédits d'impôt, moi, je suis pas si sûre que vous, même s'il y a des acomptes. Ça aura un effet pervers sur les emplois à domicile ainsi que sur la garde des enfants. Vous aurez peut-être du chômage en plus, vous aurez peut-être du travail au noir et surtout vous ramènerez les femmes à la maison. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, comme d'habitude, vous faites beaucoup d'agitation, beaucoup de com', mais là, je vous souhaite bon courage parce que là, c'est sur le pouvoir d'achat, c'est aussi sur les entreprises que vous êtes en train de le faire. Et donc, franchement, le réveil des Français au mois de janvier sera difficile. Très bien. La parole est maintenant notre collègue Ronan Dantec pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot. Le Président de la République avait annoncé lors de la COP23 la décision de la France d'en finir avec la production électrique à base de charbon. Cette annonce forte était importante pour crédibiliser notre position dans les négociations climatiques internationales. Suite à cette annonce, les équipes d'EDF, des centrales thermiques charbon de Cordemais ou du Havre, se sont lancées dans une véritable course contre la montre pour étudier un procédé alternatif à base de biomasse résiduelle et de bois déchets de classe B, et donc sans reproduire l'erreur du méga projet de Gardanne de centrale électrique à base de bois coupé, qui était bien évidemment une aberration écologique. Ces expérimentations ont bien avancé. Je laisserai les exploitants en détailler les résultats, mais il apparaît qu'elles sont un succès technique, qu'elles permettent de réduire d'un facteur 40 les émissions de CO2 liées au charbon pour des centrales passant de semi-base à rôle d'appoint et que la ressource nécessaire est disponible régionalement. Il s'agirait aussi d'une solution d'économie pour les collectivités confrontées à la mise en décharge onéreuse des bois de classe B et des biomasses résiduelles qui encombrent les déchetteries. Le maintien de ces sites apparaît donc comme un outil précieux pour accompagner le développement des énergies renouvelables. De plus, leur préservation offre l'opportunité, dans un futur plus ou moins proche, d'y installer des unités de stockage d'électricité et de production d'hydrogène. Enfin, ces expérimentations peuvent nous permettre d'exporter une technique alternative aux centrales charbon vers des pays gros producteurs de biomasse, je pense au Kenya, au Nigeria ou à la Côte d'Ivoire, qui envisagent de lancer des investissements charbon. Cet enjeu est même peut-être le plus important. Deux questions, Madame la Ministre. Tout d'abord, pouvez-vous nous assurer que le gouvernement a bien compris tout l'enjeu écologique du maintien d'unités de production électrique de ce type à Cordemais et au Havre? Et ensuite, pouvez-vous nous indiquer un calendrier précis de décision finale de l'État? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre en charge de la transition écologique et solidaire. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dantec, comme vous le savez, le Président de la République, effectivement, et le ministre d'État se sont engagés à faire cesser la production d'électricité à partir de charbon. C'est une décision forte, une décision courageuse que nous portons et nous avons besoin de solutions créatives et je sais, je vous en remercie, vous avez déjà participé au débat et à trouver des solutions innovantes. Nous avons spécifiquement lancé une mission interministérielle pour nous aider à déterminer avec précision quelles sont les bonnes façons d'accompagner les territoires autour de chacune des 4 centrales à charbon. Parce que l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette transition, elle soit écologique, mais elle soit aussi solidaire. Parce que c'est la seule façon de maintenir un niveau satisfaisant énergétique sur les territoires et la seule façon d'accélérer cette transition puisque c'est tout l'enjeu. Il y a un rapport actuellement qui est en cours de finalisation et qui va donner lieu à la diffusion d'un document public de référence en juillet.
D'après les inspecteurs, il devrait y avoir des études complémentaires qui vont être faites puisque jusqu'à présent, les informations ne sont pas jugées suffisantes. Nous avons engagé un travail en ce sens avec RTE, EDF également, pour comprendre les contraintes sur le réseau, pour identifier aussi les possibilités d'évolution de l'outil industriel. EDF étudie aussi la possibilité de faire évoluer les centrales sur place, concernant plus particulièrement celle de Cordemais. Il y a actuellement des études qui sont en cours de finalisation. EDF pourra, dans le respect de la contrainte de la fin d'utilisation du charbon, proposer des pistes soutenables et nous veillons, et nous le faisons déjà avec attention, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de garanties écologiques, mais aussi humaines sur ces zones. Et donc soyez bien assurés que nous continuerons en dialogue avec vous à faire en sorte que les ressources énergétiques soient utilisées au mieux parce qu'elles sont limitées dans les territoires. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au Premier ministre. Vous avez souhaité délocaliser vos conseils des ministres pour être au plus près des Français. L'intention est louable. Mais avez-vous entendu, avez-vous compris des Français qui, dans nos campagnes, dans nos villes, voient leur pouvoir d'achat fragilisé par une succession de taxes et d'impôts que vous leur réservez? En effet, vous avez baissé les allocations familiales. Vous avez augmenté la CSG, touchant de plein fouet 8 millions de retraités. Vous avez maintenu le prélèvement à la source pour janvier prochain. Vous avez augmenté le prix des assurances, des mutuelles, du gaz et de l'électricité, du tabac et j'en passe. Et vous avez aussi augmenté le prix des carburants. Le prix du pétrole grimpe et en même temps, vous augmentez les taxes sur les hydrocarbures. En un an, le prix de l'essence a augmenté de 6,5%, le prix du gazole de 12%. Depuis 2013, jamais les prix n'ont été aussi élevés. L'usage de la voiture est pourtant indispensable pour nos concitoyens en milieu rural, pour le travail, pour l'accès aux soins. Les conséquences sont lourdes pour leur mobilité. Dans le nouveau monde, la vie est chère, trop chère, particulièrement pour les classes moyennes. Nous vivons la saison 2 du choc fiscal après celui du quinquennat Hollande. Devant ces efforts demandés, plus ou moins justifiés, nos compatriotes ne voient ni l'amélioration de la situation budgétaire de la France, ni la baisse de la dépense publique, pourtant nécessaire au redressement de notre pays. Quel est le cap? Où sont les économies structurelles? Quelle réponse pouvez-vous nous apporter? Pour vous répondre, la parole est à Madame Delphine Gény-Stéphan, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guillaume Chevrollier. La politique fiscale du gouvernement, c'est une politique de transformation pour une meilleure efficacité de notre économie et une dynamisation de notre économie. Elle vise à rendre aux Français du pouvoir d'achat, à alléger les charges qui pèsent sur les entreprises, à reporter la fiscalité sur un certain nombre de sujets qui nous tiennent à cœur, comme par exemple la transition énergétique. Vous avez noté l'augmentation du prix des carburants. Il est vrai qu'ils ont augmenté depuis le début de l'année sous le double effet de la fiscalité et de l'augmentation des cours internationaux du pétrole. Nous ne méconnaissons pas l'impact de cette hausse sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mais nous prenons des mesures pour protéger les plus vulnérables et pour alléger un certain nombre de charges qui pèsent au jour le jour sur nos concitoyens. Nous baissons les taxes sociales qui pèsent sur les revenus du travail, parce qu'il faut que le travail paye mieux. Nous supprimons progressivement la taxe d'habitation. Nous apportons, grâce au chèque énergie, une aide moyenne de 150 € par an à près de 4 millions de foyers. Nous revalorisons les prestations familiales et l'allocation de solidarité des personnes âgées. Et en octobre, nous revaloriserons la prime d'activité de 20 € par mois. Donc, monsieur le sénateur, nous sommes déterminés à poursuivre dans cette voie qui est celle de la justice, de l'efficacité et de l'équité. Je vous remercie. Monsieur Chevrollier, pour quelques secondes, non.
Madame la ministre, j'entends la communication du gouvernement, mais les Français vivent dans une autre réalité. Augmentation, diminution du pouvoir d'achat. Donc un jour, les réalités rattraperont la communication de votre gouvernement. Merci. La parole est maintenant à Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, la culture intensive de l'huile de palme est une des causes majeures de la déforestation, dont l'impact sur le dérèglement climatique et le recul de la biodiversité a largement été démontré. Apparemment, conscient des enjeux, le gouvernement a affirmé dans l'axe 15 de son plan climat vouloir mettre fin à l'importation en France de produits contribuant à la déforestation. Ce même gouvernement a pourtant pris un décret le 16 mai dernier autorisant le groupe Total à importer 300 000 tonnes d'huile de palme par an pour sa raffinerie de la Mède. Quand on sait que plus de 75% des 900 000 tonnes d'huile de palme consommées dans notre pays sont déjà utilisées comme carburant, on se demande à quoi bon continuer à culpabiliser les consommateurs de pâte à tartiner. Vous me répondrez que ce décret n'émane pas de votre ministère, certes, mais il illustre de manière criante les incohérences de votre gouvernement. L'arrêté autorisant l'importation de cerises traitées au diméthoate en est un autre exemple. Ce produit phytosanitaire, reconnu dangereux pour la santé, est interdit en France depuis 2016. Peut-être pouvez-vous nous expliquer comment ce produit peut être dangereux quand il est utilisé en France, mais devenir inoffensif lors de son importation? La question vaut aussi pour de nombreux produits utilisés en viticulture ou dans la filière fruits et légumes. Dans 15 jours, nous nous retrouverons dans cet hémicycle pour l'examen du projet de loi agriculture et alimentation. Nous présenterons des amendements permettant de réintroduire de la cohérence entre les pratiques et les substances autorisées sur notre sol et celles permises pour les produits d'importation. Monsieur le ministre, mettrez-vous en cohérence les beaux discours du gouvernement avec son action? Serez-vous favorable à notre amendement interdisant l'importation de produits traités avec des substances phytosanitaires interdites en Europe? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État en charge de la transition écologique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Tissot. En introduction, je tiens à rappeler que les blocages... Ah, ravi de vous voir. Excusez-moi. Je vous rappelle... Non, je tiens à rappeler que les blocages, ce sont des actes illégaux. Ils ne permettent pas d'assurer un climat de dialogue efficace. Et depuis plusieurs jours, mon collègue Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, est à l'écoute des inquiétudes exprimées par les agriculteurs. Stéphane Travert est actuellement en train de discuter avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs pour trouver une issue et lever les blocages. Cette question, elle me donne d'ailleurs l'occasion aussi de rassurer plus largement nos concitoyens. Il n'y aura pas de pénurie de carburant. Depuis le début du quinquennat, il y a beaucoup de Français pour qui c'est la question. Il est donc important de le dire. Depuis le début du quinquennat, la méthode de ce gouvernement, c'est le dialogue. Et nous en avons fait la preuve avec les États généraux de l'alimentation. Concernant la raffinerie de la Mède, vous connaissez l'historique de cette décision qui a été prise par le gouvernement précédent et que nous assumons aujourd'hui. Je l'ai détaillé précédemment. Je tiens aussi à préciser à nouveau que l'objectif, c'est de substituer une production française à des importations contenant de l'huile de palme. Il est donc faux de dire que la consommation de 300 000 tonnes d'huile de palme à la Mède va s'ajouter à l'utilisation actuelle d'huile de palme dans le secteur des agrocarburants. Nous avons obtenu des avancées et le ministre d'État a obtenu qu'il y ait une réduction de 30% des importations d'huile de palme et c'est assuré que la certification durable de l'huile de palme importée aussi, et c'est une réponse qui doit être européenne. Comme je l'ai dit et détaillé précisément, j'étais hier au Luxembourg pour discuter et trouver des solutions négociées concrètement pour que cesse l'importation d'huile de palme et que les agrocarburants soient produits de façon durable. Merci.
La parole est au président Philippe Adnot pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Nous venons d'apprendre par la presse que Bercy, après la réunion d'un groupe de travail sur l'évolution de la cotisation foncière des entreprises, renonçait à réformer celle-ci. Si cette position s'avérait exacte, elle serait grave, car elle voudrait dire que l'État n'a pas pris la mesure de l'injustice créée par l'évolution de la doctrine fiscale de l'administration. Car il s'agit bien de cela, et nous sommes nombreux à avoir été saisis, soit par des vignerons pour des activités de pressurage à façon qui requalifient l'ensemble de leurs installations alors même qu'elles ne sont pas concernées par une activité de prestation, ou bien par des entreprises qui ont des entrepôts et qui sont requalifiées au motif qu'il y a, par exemple, un chariot élévateur ou trop d'emplois sur le site. Monsieur le ministre, ces requalifications ne sont pas dues à un changement de texte, mais à un changement de doctrine de l'administration fiscale, qui d'ailleurs, comme pour s'excuser, prétend que c'est à la demande des collectivités locales que cette évolution est faite, ce qui est faux. Je ne connais personne qui aurait fait cette demande. Monsieur le ministre, ma question est double. Avez-vous vraiment renoncé à revenir sur ces évolutions doctrinales? Si oui, comment justifier cette position contraire à une politique favorable à l'efficacité économique? Sinon, quelles avancées ont été effectuées qui pourraient rassurer le monde viticole, par ailleurs bien malmené dans les conditions climatiques actuelles, ou bien les entreprises qui ont vu parfois leur taux d'imposition multiplié par 4 ou 5? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Adnot, je vais essayer de vous rassurer sur l'évolution de la cotisation foncière des entreprises née après la réforme de la taxe professionnelle en 2010. Conformément aux engagements pris lors des débats de la loi de finances de 2018, le gouvernement clarifiera dès cet été la réglementation concernant la qualification industrielle ou commerciale des locaux professionnels. De plus, une première série de mesures législatives sera présentée au Parlement dans le cadre de la prochaine loi de finances pour encadrer et préciser davantage le régime applicable et mieux accompagner les entreprises. Un groupe de travail a été mis en place début février pour élaborer ces propositions et non pas abandonner cette réforme comme vous semblez le craindre. Ouvert aux représentants des entreprises et des associations nationales de collectivités territoriales, ce groupe de travail technique a permis de faire un état des lieux des difficultés rencontrées par certaines entreprises, notamment des entreprises artisanales, agricoles ou logistiques que vous avez citées. Et ce, à la suite de contrôles requalifiant leurs locaux professionnels en locaux industriels, entraînant ainsi des ressauts d'imposition en matière de taxes foncières et de cotisations foncières des entreprises. Des propositions pour une réforme plus en profondeur de ce régime ont été formulées et doivent faire l'objet d'une évaluation plus complète. Et c'est pourquoi le groupe poursuivra ses travaux afin d'instruire ces propositions. L'ensemble de ces propositions sera présenté dans le rapport qui sera remis au Parlement d'ici le 1er juillet prochain. Par ailleurs, des instructions ont été données aux services fiscaux pour qu'ils fassent preuve d'un plus grand discernement dans le cadre de leur contrôle en attendant que le nouveau cadre législatif soit défini. Et donc, je vous le confirme, nous irons bien au bout du travail sur l'évolution de la cotisation foncière des entreprises. Monsieur Adnot. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le ministre, de ces informations qui contredisent ce qu'on avait eu par ailleurs. Et je puis vous assurer que nous sommes ici, tous les parlementaires, à votre disposition pour vous aider à trouver des solutions. C'est nécessaire. Merci. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Les prochaines auront lieu jeudi 21 juin à 15 h. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 17h55 pour la suite de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale. La séance est suspendue.
La France est-elle prête à remplir son devoir humanitaire? C'est l'interpellation de Jacques Bigot à l'ouverture de cette séance. Première question donc sur le thème qui domine l'actualité aujourd'hui, le sort de l'Aquarius. Pour lui répondre, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a rappelé les déclarations d'Édouard Philippe, du Premier ministre, tout à l'heure. La France se dit prête à aider les autorités espagnoles dans l'accueil des réfugiés. Et puis un tout autre sujet, la polémique autour du rappeur Medine qui doit se produire au Bataclan, alors que certains de ses textes, certaines affiches choquent les familles de victimes des attentats du Bataclan, justement. J'entends votre colère, mais la loi est simple. Elle ne permet d'interdire que si la programmation pose un trouble manifeste à l'ordre public ou une incitation à la haine raciale. C'est la ligne du gouvernement, a rappelé Édouard Philippe à l'instant. Et puis un tout autre sujet aujourd'hui, toujours dans l'actualité, bien sûr, le blocage des raffineries. Depuis hier, les agriculteurs bloquent les dépôts de carburant pour protester contre l'importation d'huile de palme. Les blocages sont illégaux. Stéphane Travert discute en ce moment même avec la FNSEA. Il n'y aura pas de pénurie de carburant, a répondu assez maladroitement, il faut le dire, la secrétaire d'État Brune Poirson. Voilà tout de suite. Voilà donc pour cette séance de questions d'actualité. Merci à vous, Savérien, pour ces précisions. Et on retourne à la salle des conférences pour une première réaction. Temtra Nuit, à vos côtés, c'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Et oui, Agnès Buzyn, on va parler ensemble du reste à charge zéro. Vous l'annonciez pour la fin du quinquennat. Il y a quelques semaines, vous sortez de négociations qu'on a dit compliquées, mais vous sortez victorieuse. Qu'avez-vous obtenu? Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer au niveau du calendrier? Alors, les annonces seront évidemment faites par le président de la République demain, mais ça a été une négociation avec 3 secteurs pour aboutir à un reste à charge zéro pour nos concitoyens dans le secteur de l'optique, de l'audioprothèse et des prothèses dentaires. Et nous pouvons nous réjouir d'avoir bien avancé sur cette réforme, puisque nous avons signé avec 2 grands syndicats de dentistes libéraux, avec l'ensemble des syndicats des audioprothésistes, et nous avons également signé avec les opticiens et la filière ophtalmologique pour permettre aux Français d'accéder à ces prothèses ou à ces lunettes sans reste à charge. Cela reposera à la fois sur une prise en charge par les complémentaires santé et l'assurance maladie, avec une nouvelle répartition de la valeur ajoutée des produits et de la place des différents métiers. Ça a été une négociation très compliquée, mais je dois dire que tout le monde a compris que c'était un enjeu à la fois sanitaire et à la fois social. Vous venez nous expliquer à peu près le financement et quel coût va avoir cette mesure selon vous? Alors tout cela sera annoncé demain, mais l'objectif c'était de ne pas avoir d'augmentation des mutuelles et d'aboutir à un reste à charge qui, je le répète, est très important aujourd'hui pour nos concitoyens. Sur les prothèses auditives, le reste à charge, c'est-à-dire la somme que les gens doivent débourser de leur poche, est autour de 850 € par prothèse. Et pour les prothèses dentaires, c'est en moyenne de 200 € par dent soignée. Et donc ceci va évidemment diminuer dans les années qui viennent pour aboutir à un reste à charge zéro avant la fin du quinquennat. C'est, je le disais, une réforme qui a une visée sanitaire parce qu'il est important d'accéder à des prothèses auditives pour éviter la dépendance et notamment la perte d'autonomie des personnes âgées. Et on sait que 50% d'entre elles renaclent à aller se faire équiper à cause du prix. Sur le plan des lunettes, c'est un enjeu pour la formation des jeunes, pour les personnes âgées. Et donc nous avons mis l'accent sur ce qu'apportent ces prothèses en termes de soins, en termes de qualité des soins et notamment pour les lunettes, sur la qualité des verres. Bien, merci beaucoup Agnès Buzyn d'avoir répondu à mes questions. Je précise d'ailleurs que Public Sénat sera en opération spéciale demain matin lors de l'intervention notamment du président de la République depuis la Mutualité à Montpellier avec toutes ces annonces donc, qui vont se prolonger. Merci beaucoup Madame la Ministre. Et tout de suite, je vais également venir voir la garde des Sceaux. Je suis avec Madame Belloubet. Bonjour Madame Belloubet, je vous en prie. On va parler ensemble du fait que vous avez été auditionné hier par les sénateurs autour du projet de loi de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, avec notamment toujours cet article 2 qui continue de faire débat. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition du Sénat qui veut qualifier de crime une relation sexuelle entre majeurs et mineurs de moins de 13 ans? Alors si j'ai bien compris, c'est une proposition qui a été présentée par certains sénateurs, mais qui n'est pas nécessairement partagée par tous. Du moins, ai-je cru comprendre Différents hier. groupes politiques néanmoins étaient d'accord là-dessus sur ce sujet.
Si vous voulez, nous sommes appuyés sur l'avis du Conseil d'État quant à la question de l'âge qui a construit autour de notre volonté très forte de lutter contre les crimes de viol une position qui nous semble juridiquement tout à fait acceptable. Nous disons deux choses. La première, c'est que nous voulons absolument pouvoir sanctionner plus efficacement les crimes de viol. Pour cela, nous estimons que pour les mineurs de 15 ans, c'est-à-dire en dessous de 15 ans, eh bien, la contrainte morale ou la surprise n'auront plus à être vraiment prouvées puisque, en réalité, elles résulteront d'une absence de discernement liée évidemment à l'âge de la personne. Et donc, ils sont dans une vulnérabilité telle que l'on ne peut pas, on peut estimer qu'il y a il n'y a pas besoin de tous les qualificatifs nécessaires au viol d'habitude. Donc c'est un premier point qui me semble aller tout à fait dans le sens de notre volonté de prouver, de sanctionner plus efficacement le viol. Et par ailleurs, nous renforçons ce qui est atteinte sexuelle quand il y a pénétration, puisque jusqu'alors, il n'y avait pas de renforcement de cette atteinte sexuelle avec pénétration. Tout cela vraiment va dans le sens de l'interdiction des relations sociales, des relations sexuelles, entre mineurs de 15 ans et majeurs. C'est une façon de combler le vide juridique en quelque sorte qu'il pouvait y avoir lorsqu'on ne peut pas prouver le viol, cette pénétration, cette atteinte sexuelle avec pénétration. Oui. Mais vous entendez, il y a eu tout ce débat, on entend depuis des semaines, et il va revenir au Sénat sur le fait qu'on estime que cela va permettre que des affaires qui passaient jusque-là en cour d'assises passent désormais en correctionnel. Absolument vous entendez cette crainte, elle Absolument a été prononcée encore hier. C'est exactement l'inverse. Hier, je l'ai entendu, mais de manière peut-être un peu plus atténuée. C'est exactement l'inverse que nous faisons. Nous facilitons réellement le fait de pouvoir prouver qu'il y a eu viol, donc qu'il y a eu crime de viol. Nous disons en toute hypothèse que si la preuve n'est pas apportée, eh bien la sanction sera tout de même extrêmement sévère. Donc on ne va pas vers une correctionnalisation, c'est exactement l'inverse. Nous renforçons la possibilité de criminaliser et nous disons que pour qu'il n'y ait aucun trou dans la raquette, si je peux utiliser cette expression familière, eh bien la correctionnalisation sera possible. Très très rapidement, est-ce que vous jugez qu'il y a eu un problème de pédagogie, c'est ce fameux article 2, ou est-ce que vous jugez que ce sont les différents groupes politiques qui se sont saisis de cet article pour monter une polémique ? Ni l'un ni l'autre. Je considère que ce sont des questions qui sont difficiles et qui sont sensibles. Je comprends évidemment les interrogations. C'est à nous de les expliquer et c'est ce que je fais devant vous. Merci beaucoup, Madame Belloubet, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam, pour ces réactions en direct. Et on va revenir sur ces questions d'actualité avec vous, Vincent Capo-Canellas. Vous êtes sénateur Union centriste de la Seine-Saint-Denis, questeur du Sénat, membre de la Commission des Finances. Bienvenue à vous. L'actualité aujourd'hui, ce sont ces blocages des raffineries. On sait que les agriculteurs protestent contre l'importation d'huile de palme. Il y a eu beaucoup d'interpellations cet après-midi en séance. Les syndicats étaient reçus par le ministre de l'Alimentation, Stéphane Travert. On apprend à l'instant par Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, que les blocages vont continuer. Vous comprenez cette colère des agriculteurs ? Je pense qu'il faut entendre la colère des agriculteurs et puis sentir qu'il y a un malaise également dans le monde rural et que tout ça interagit. Maintenant, le ministre a engagé une discussion, une concertation. Je souhaite que les choses avancent et qu'on reste aussi dans les voies du dialogue parce que finalement, on est quand même dans un système où il faut aussi que le dialogue prime et le respect de la loi aussi. Les blocages sont une extrémité et je ne souhaite pas que ça dure. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un revirement du gouvernement sur cette question d'importation d'huile de palme ? Alors, tout à l'heure, la ministre, Mme Pourcent, a donné un certain nombre d'éléments en séance. On se rend compte que les choses sont un petit peu plus nuancées que ça. Voilà. Maintenant, les choses doivent évoluer et il me semble que le dialogue qu'a ouvert le ministre doit permettre une sortie de crise et je pense que la FNSEA le souhaite également. Voilà, encore faut-il qu'il y ait des éléments nouveaux. Alors, on va essayer peut-être aussi de revenir sur la question de la grève à la SNCF, puisqu'il y a eu un accord hier entre députés et sénateurs lors de la commission mixte paritaire. Cet après-midi, on apprend que la CFDT cheminot souhaite appel à suspendre la grève, notamment pour les épreuves du bac, grève sur les lignes de RER et de TER. Vous souhaitez que les autres syndicats suspendent également le mouvement, alors que la réforme, on le voit, est en passe d'être adoptée par le Parlement cette semaine. Il reste demain un vote à l'Assemblée. Ensuite,
ensuite jeudi un vote au Sénat. Le Parlement a joué son rôle. Il y a eu une écoute, il y a eu des évolutions. Le bicamérisme a été utile parce qu'il y a eu un véritable apport du Sénat lors de la lecture devant la Haute Assemblée. Finalement, le texte a bien évolué. Maintenant, le dernier vote va être un vote de ratification d'un accord dont je me félicite hier intervenu en CMP. Les syndicats doivent aussi entendre que la loi de la République maintenant va s'appliquer. Il y a des perspectives. Il faut se concentrer sur l'évolution de la SNCF, sur améliorer la compétitivité, se remettre tous autour de la table et avancer dans ce cadre-là. Alors il faut savoir terminer un conflit, il faut savoir en sortir. Il faut aussi peut-être que chacun des acteurs donne des éléments qui permettent aussi à tous de sortir la tête haute. Je crois que le processus ne s'arrête pas, qu'il y a du pain sur la table et qu'il va falloir maintenant... Il y aura une réunion vendredi à Matignon, une réunion tripartite, ça pourrait justement débloquer ce conflit. Je pense qu'il faut donner un certain nombre de signaux et montrer que le dialogue va continuer, mais que maintenant le cadre est fixé. Je pense que c'est aussi la question des réformes aujourd'hui. Il faut montrer qu'il y a une écoute et une volonté d'avancer. Voilà, le gouvernement a mené à son terme une réforme majeure et maintenant ça ne peut se faire qu'avec les salariés de la SNCF, avec les cheminots, tous ensemble. Et je crois que les usagers aussi maintenant passent le message aux cheminots en disant que ces différents jours de grève, notamment en région parisienne, mais pas seulement, posent quand même des vraies difficultés au quotidien. Il y a le bac qui arrive, donc tout ceci doit être pris en compte. Voilà, essayons de tourner la page dans un sens constructif. Ouais. L'actualité aujourd'hui, c'est ces questions autour de l'accueil de ce bateau humanitaire, l'Aquarius. Vincent Capo-Canella, on a été parfois surpris du silence de l'exécutif français. Quelle est votre position ? Le président s'est exprimé, semble-t-il, ce matin. Sur le sujet. Dénonçant le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie. Est-ce que c'est seulement un problème italien ? Il y a le sujet des migrants qui est un sujet particulièrement difficile. On peut déplorer quand même que l'Europe n'arrive pas à s'organiser mieux, à prévenir ce type de situation. Et ensuite, ça nous renvoie à une double responsabilité. Il y a un devoir d'humanité et en même temps, on sait tous que la pression migratoire est telle qu'on ne peut pas créer d'effet d'aspiration. Donc à partir de là, il y a quand même un droit qui doit s'appliquer. Je crois que ça a été rappelé encore ce matin. C'est normalement la côte la plus proche qui doit accueillir ces migrants en difficulté. Et on voit bien qu'il y a une volonté des Italiens de mettre l'Union européenne au défi, qu'on est sans doute dans une démarche post-électorale. Qu'est-ce qu'on peut faire quand justement l'Italie ne respecte pas les traités européens ? C'est toute la difficulté d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une montée des nationalismes, une montée des populismes, et qu'on est en train d'instrumentaliser cette question des migrants. Voilà, donc moi je souhaite que l'Union européenne se donne les moyens maintenant de traiter mieux cette question, sans doute de manière préventive, et il faut aussi que demain on se mette en situation maintenant de traiter un certain nombre d'avancées au niveau européen. Il y a un blocage qui existe, c'est une réalité, il y a une volonté de réforme que porte notamment le président actuel, le président Macron, mais on voit bien que la montée des populismes conduit à faire gripper le système. Voilà, donc ce que je déplore, c'est que cette affaire de migrants soit aussi instrumentalisée pour des raisons politiques italiennes, donc là on peut effectivement parler de cynisme. Eh bien, merci à vous, Vincent Capo-Canella. Avant de terminer cette édition, une dernière réaction avec vous, Tam Trinh, sur cette question d'importation d'huile de palme. Vous êtes avec le sénateur socialiste Jean-Claude Tissot. Oui, Jean-Claude Tissot, tout d'abord, votre réaction à ce blocage des raffineries qui va donc se poursuivre puisqu'il n'y a pas eu d'accord trouvé à l'issue de la réunion entre Stéphane Travert et les agriculteurs. Bon, écoutez, vous me l'apprenez. Moi, je ne suis pas sûr que le blocage soit la solution. Maintenant, il faut toujours organiser un rapport de force pour pouvoir sortir ou rentrer dans une négociation et puis ressortir avec des accords et des solutions. Maintenant, je ne sais pas quelle issue le syndicat majoritaire va définir, mais en tout cas, pour ce qui concerne l'importation de l'huile de palme, je pense que le problème, il est aussi ailleurs. Oui, le problème de l'huile de palme, vous en avez parlé tout à l'heure lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Pour vous, il y a aussi un problème lié aux phytosanitaires, c'est-à-dire que des phytosanitaires qui sont interdits en France, là, eh bien, ils sont autorisés dans le cadre de l'importation de cette huile de palme. Voilà, c'est ça. En fait, il faut se poser des bonnes questions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire l'utilisation d'un produit en France, en Europe, et quand il vient d'Asie, eh bien, il devient autorisé et il devient inoffensif, comme par hasard. C'est la question que j'ai posée à la ministre. Elle n'a pas su me répondre. Elle ne m'a pas répondu. En attendant, c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser. Vous prévoyez des amendements sur le projet de loi alimentation sur ce sujet ? Dès la semaine prochaine, on va en déposer en séance, bien sûr. Et j'espère que là, Stéphane Travert nous répondra favorablement à ces amendements. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Tissot pour votre réaction.
Merci à vous, Tam. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Public Sénat, c'est à 18h30. On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain.